Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors, mon invité est un fabuleux explorateur du vivant depuis plus de 40 ans, formé à de nombreuses voies, qu'elles soient thérapeutiques, spirituelles, énergétiques, et un formateur en communication non violente. Alors, en 2009, il vit une bascule radicale de conscience et crée la communification qu'il enseigne aujourd'hui en France, en Suisse et via les réseaux sociaux. Il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Au cœur du vivant », préfacé par l'artiste Lara Fabian. Dans cet épisode, nous allons explorer comment être en lien avec sa lumière au quotidien. Et pour évoquer ce sujet, je suis ravie d'accueillir Isa Padovani, évidemment. Bonjour Isa. Bonjour Anne, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors je suis absolument ravie aussi et j'aurais voulu qu'on fasse cette petite précision, qui n'en est pas une petite d'ailleurs, entre Isa, Isabelle, et dans la vidéo que j'ai faite sur Internet, je me suis trompée, j'ai dit Isabelle Padovani. Alors on pensait que c'était important de clarifier ce point. Oui, déjà pour te dire, il y a pas d'erreur, tu t'es pas trompée. C'est voilà, mon nom à l'état civil actuellement en tout cas est encore Isabelle Padovani. Et simplement voilà, comme j'ai pu l'annoncer en septembre dernier sur les réseaux sociaux, sur Internet, je suis juste en train de manifester mon genre d'origine, mon genre de préférence, qui a toujours été masculin depuis ma plus tendre enfance. Et là, voilà, à ce moment de ma vie, parce que c'est joyeux pour moi, doux pour moi, et aussi parce que c'est pour moi au service de ce que j'ai à transmettre, je suis en train de choisir de manifester un genre masculin. Et voilà, donc là, je suis concrètement engagée, à des fois dans des changements d'état civil au niveau vraiment administratif, et puis voilà, au niveau d'un suivi, dans une transition, dans un parcours transgenre, voilà, au niveau médical aussi, qui fait que sans doute ma voix changera dans les mois à venir, etc. Et que je vais manifester quelque chose de plus masculin. Et dans ce temps-là, c'est un parcours pour moi, c'est un parcours pour les autres aussi. Et donc, voilà, j'ai cette demande pour les personnes pour lesquelles c'est joyeux aussi actuellement de pouvoir m'appeler Isa, qui est un prénom masculin dans les pays au Moyen-Orient, c'est pas le diminutif d'Isabelle. Ah oui. Isa, pour la petite histoire, dans le Coran, c'est le nom de Jésus. Isa ibn Mariam, Isa le fils de Marie, c'est le nom donné à Jésus, et c'est un prénom masculin dans les pays arabes, on le nomme Isa ou Issa. Et voilà. Qui s'orthographie comme ça, justement, avec un. Alors, il s'orthographie avec une barre horizontale au-dessus du i et au-dessus du qu'on a. n'a pas chez nous. Qu'on n'a pas en français. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un accent circonflexe. Voilà. Ça sera peut-être pas mon prénom définitif dans les temps à venir, mais pour le moment, c'est celui que j'ai pris en intermédiaire. Et je suis tranquille. Voilà. Je veux dire, moi aussi, je me genre encore au féminin à certains moments. Et si dans l'interview, il y a des genres féminins qui passent à des moments, enfin, j'ai aucun souci avec ça. Voilà. Moi, je suis en chemin vers ça. Et je remercie celles et ceux nombreux qui m'accompagnent avec bienveillance dans ce chemin. Voilà, j'ai pas d'exigence sur le fait qu'on me genre en masculin, mais voilà, j'ai une demande. Ouais, ça me fait de la joie parce que c'est mon genre d'origine. Est-ce que c'est important de l'ancrer au niveau justement de l'état civil, parce que ça peut concerner beaucoup de personnes, y compris parfois quand on n'a pas le bon prénom, quand on se fait appeler par l'autre prénom. Tiens, c'est une question qui me vient comme ça. Oui, pour moi, c'était, tu vois, moi c'est un processus spirituel pour moi, ce que je suis en train de faire. Et pour moi, le plus haut degré de la spiritualité, c'est la manifestation concrète dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, manifester un genre d'origine, c'est quelque chose que je fais depuis un certain temps, parce que je me suis toujours sentie être ça. Et c'est pas le sujet qu'on abordera aujourd'hui, mais voilà, c'est ce vers quoi je vais de plus en plus. Et pour moi, c'était important à un moment de le vivre dans la concrétude. Donc ça veut dire dans le corps, je fais des changements et je vais encore en faire. Et puis de dire, ok, effectivement, à l'état civil, je veux dire, on vit dans une société où moi, je n'ai pas envie d'avoir à expliquer chaque fois quelque chose, tu vois. Donc pour moi, c'était simple, basique, comme chante Orelsan, simple, basique.
quelque chose vraiment de concret. Et donc voilà, là j'ai lancé toute la procédure effectivement pour avoir un changement de genre et d'état civil. Voilà. Et il y aura certainement des demandes d'accompagnement ou en tout cas de pouvoir aider des personnes à éclaircir aussi ce point-là à l'avenir via ce que tu expérimentes. Ouais, c'est joyeux là sur Facebook. Quand j'ai créé, quand j'ai annoncé ça en septembre, j'ai aussitôt créé en parallèle donc sur Facebook un groupe qui s'appelle Les Amis d'Isa. Et il y a déjà 3000 membres dedans. Alors je sélectionne vraiment à l'entrée. Alors n'importe qui peut entrer, mais quand je sélectionne, je filtre sur le fait que les personnes aient bien conscience de qu'est-ce que c'est que ce groupe et pourquoi on y vient. Et voilà, c'est un groupe dans lequel on échange autour des notions de transidentité, de genre, et c'est très, très passionnant ce qu'on y partage parce que ça nous concerne tous. Le genre, la vision sociétale qu'on a du genre, la différence entre le genre et l'orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. Mais c'est très touchant. Avant-hier, il y avait une grand-maman de 75 ans qui disait « J'ai mon petit-fils là, qui vient de m'annoncer qu'il ne se sent pas à l'aise dans son genre d'origine. » et qui voudrait changer. Il y a un très beau film sur Arte aussi. Ouais, c'est une petite fille. Voilà. Tout ça pose beaucoup de questions et voilà, je me réjouis de partager effectivement et de pouvoir soutenir alors non seulement les personnes qui sont en chemin là-dessus, mais soutenir beaucoup aussi leur entourage, parce qu'on oublie souvent que quand quelqu'un s'engage comme ça dans manifester ce qu'il se sent être, lui se met en transition, mais il embarque tout son entourage avec lui. Et souvent, c'est fait effectivement d'une manière qui peut être un peu en exigence, parce qu'il y a beaucoup de souffrance chez beaucoup de personnes qui vivent ça. Moi, ça n'a pas été mon cas, sans doute parce que j'ai un parcours spirituel depuis des années et que je n'étais pas identifiée à ça. Et que le fait qu'aujourd'hui je dise ça, ce n'est pas une identification à un nouveau genre, c'est une manifestation de mon genre depuis un endroit très paisible. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des personnes qui sont dans des parcours de transition. Et le fait qu'ils sont dans cette douleur fait qu'ensuite, ils sont dans des exigences avec leur entourage, que ce soit en exigeant qu'on les appelle de leur nouveau prénom et qu'on ne les appelle plus jamais de leur ancien prénom. D'ailleurs, ça a même un nom dans ces milieux, ça s'appelle le dead name. Le dead name, le nom mort. Moi, je trouve ça épouvantable. Moi, je ne veux pas tuer Isabelle. Je veux dire, j'ai beaucoup d'amour pour Isabelle. Enfin, c'est une partie de moi qui parle beaucoup des multiples aspects intérieurs. C'est un de mes aspects. J'ai beaucoup de respect pour cet aspect de moi. C'est simplement plus l'aspect majoritaire dans ce que je suis aujourd'hui. Donc, je suis en train d'aller gentiment vers me nommer d'une autre manière. Et voilà, si je peux accompagner des êtres qui sont dans ces parcours-là et leur entourage, pour que ça soit beaucoup plus doux pour tout le monde, pour qu'il y ait moins de tension, de dureté, ce sera joyeux. Oui, puis chez les adultes et chez les jeunes, moi qui ai 3 ados, c'est vrai que c'est des questions qui émergent énormément dans ces générations-là, qu'on n'avait pas, nous, dans nos générations. Moi, j'ai aucun souvenir d'avoir de personnes qui avaient évoqué ces sujets-là dans mon milieu ou auprès de mes amis. Enfin, je ne sais pas si toi, tu te souviens de ça. Non, du tout. Enfin, et du coup, vu qu'il n'y avait pas de... Quand tu n'as pas la possibilité d'imaginer autre chose que ce que tu connais, tu t'interdis même tes ressentis. C'est ça. Donc voilà, moi, c'est quand on me dit, mais waouh, vous faites ça très tard. Bon, il y avait d'autres raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait avant, qui sont des raisons aussi beaucoup d'ordre spirituel et évolutif. Mais une raison très concrète, c'est qu'il n'y avait juste pas d'inspiration. Je veux dire, là, depuis, on va dire 5 à 10 ans, tu tapes transgenre ou transidentité sur Internet, tu tombes sur je ne sais pas combien de vidéos qui te donnent beaucoup d'explications sur le sujet. Moi, à l'époque, il y avait effectivement rien du tout. Donc ça, c'est un avantage parce que ça donne de l'information. L'inconvénient, c'est que ça peut aussi tenir lieu de suggestions pour des très jeunes qui, en fait, auraient simplement besoin qu'on les accompagne dans le fait qu'ils ne se reconnaissent pas dans les dictates sociétaux sur les genres. Comment doit être un homme? Il doit être fort, costaud, ne pas pleurer, assuré, etc. Comment doit être une femme? Alors, elle doit être souriante, ceci, cela. Enfin, voilà, moi, je lisais avant-hier un article. Ça peut être un peu subversif en ce sens. Mais oui, bien sûr. Et je lisais avant-hier un article sur un site canadien sur la détransition, c'est-à-dire des personnes qui ont transitionné en allant vers un autre genre que leur genre de naissance et qui sont revenus en arrière. Et c'était tous des très jeunes. Et j'étais très touchée parce que je me disais, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire et de la vigilance à avoir. Parce que la plupart disaient, voilà, je ne me sentais pas être une femme comme les autres, je ne me reconnaissais pas dans la vision que la société avait des femmes. Je me suis dit, je ne dois peut-être pas être ça. Et puis, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un qui parlait d'un parcours de transition transgenre vers homme. Ah, je me suis dit, mais je dois peut-être être ça. Et voilà, il parlait du fait qu'il n'avait pas eu un accompagnement
psychologique autour de lui très soutenu, qu'assez vite on lui avait fait des propositions médicales de stopper sa puberté par des hormones, tout ça. Et moi je me dis effectivement que là, je crois qu'il y a c'est un peu chaud ça quand même. Hein. Ouais, moi je trouve ça chaud. Ouais. Et c'est pour ça actuellement on parle beaucoup de ce reportage Petite fille là, qui était passé sur Arte. Moi j'étais pas très à l'aise avec ce reportage. Je voyais la mère être très en souffrance. Et je voyais que dans la prise en charge, il n'y avait pas une prise en charge par la psy, entre autres. C'était pas une prise en charge systémique. La mère n'était pas assez écoutée. Et la petite était très vite. On lui proposait très vite, voilà, plus tard, on va bloquer ta puberté, on va me donner des hormones. Enfin, on parle d'un enfant de 5 ans. Là, pour moi, il y a quelque chose à faire et à accompagner d'une manière qui, pour moi, est pas assez développée aujourd'hui. Donc, je comprends qu'il y ait des personnes qui puissent actuellement être très, très inquiets autour de cette notion transgenre, être très inquiets en voyant une dérive, parce que moi, je la vois aussi. Je la vois clairement et je crois que ça a besoin d'être accompagné de manière beaucoup plus globale dans des thérapies familiales, en écoutant tout le monde et en écoutant beaucoup les êtres. Parce que moi, je sais que ce que j'ai vécu enfant, où j'avais de la souffrance, si j'avais été entendue à l'époque, il y a des choses qui se seraient passées différemment. Et avec ma pratique de la communication non violente en particulier, Marshall Rosenberg disait toujours « Le plus grand besoin d'un besoin, c'est d'être entendu et accueilli. C'est pas d'être nourri ou satisfait, c'est d'être entendu et accueilli. » Et je crois que une des plus grandes douleurs qu'on peut vivre, et là c'est au-delà, parce que ces notions-là, on est en train de faire une intro en parlant de ça, mais ça concerne l'identité de tout être humain. C'est très douloureux pour un être humain, quel qu'il soit, quoi qu'il soit, de ne pas être accueilli dans ce qu'il se sent être. Si toi, Anne, tu arrives, tu me dis, écoute, ce matin, je me sens pas très en forme, et je te dis, ah mais si, mais t'as l'air super bien, non, moi je te trouve très très en forme. Tu sens ce que ça te fait, quoi. À l'intérieur, ça fait... Attends, je viens de te dire, je me sens, moi, pas très en forme. Est-ce que ça peut être entendu, tu vois? Alors, faut bien comprendre que cette notion, par exemple, de genre dont on parle, mais ça peut être n'importe quel sentiment qu'on a. Là, c'est très profond, parce que c'est le sentiment de ce que je suis, au fond de mon identité profonde. Alors, on peut évidemment imaginer combien ça peut être blessant pour certains êtres, quand on nie quelque part ce qu'ils ressentent. Mais ça a besoin avant tout d'être accueilli. Tu vois, si on dit ah ok, tu vois, ce petit garçon, cette petite fille, je me souviens plus, c'est un petit garçon qui se sent être une petite fille. Même si c'est ce que je crois être à un moment donné. Voilà, puisqu'on disait chez les jeunes. Et chez un enfant, ça a quand même besoin d'être accueilli. Tu vois, je veux dire, moi, j'aurais pas aimé que aussi vite on me propose quelque chose de changé. Pour moi, c'est un parcours sur plusieurs années. Et si sur plusieurs années, moi, si quelqu'un m'avait suivi, il aurait vu que de 6 ans à 56 ans aujourd'hui, pendant 50 ans, si tu me demandes qu'est-ce que tu te sens être, je vais toujours te dire, moi je me sens être masculin, je me sens pas être féminin, je me sens vraiment être un homme à l'intérieur, et je suis dans un corps biologique de femme, ça c'est une réalité biologique qu'on va jamais nier. Voilà. Alors si ça bouge pas, alors voilà, ça aurait pu être peut-être plus doux dans ma vie, mais moi j'avais des raisons spirituelles pour lesquelles c'était comme ça, mais je veux dire pour des jeunes où c'est pas le cas. Mais pour moi, il y a un accompagnement pendant quelques années pour entendre, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de pérenne par rapport à ce sentiment profond, cette identité profonde, et comment ça évolue quand c'est accompagné au niveau de l'enfant, comment ça évolue quand c'est accompagné au niveau de la famille. Pour moi, il y a des choses à voir avant de se précipiter sur une validation d'une solution pour éliminer finalement une souffrance émotionnelle. En communication non violente, on n'élimine pas une souffrance émotionnelle. On écoute quel est le message dont elle est porteuse. Et quand on parle de comment on peut être dans sa lumière au quotidien, pour moi, la lumière, c'est la manifestation de l'essence de ce que nous sommes. Alors, si je veux être dans on est dans le cœur de notre sujet, là, de toute façon. Je viens gentiment. c'est sûr. Pour moi, on y est déjà, forcément. Tu vois, pour moi, il y a la lumière, l'amour et la puissance. C'est les 3 manifestations, pour moi, du divin que nous sommes. La lumière, elle va donner la clarté d'esprit, la clarté de conscience. L'amour va nous donner cette chaleur qu'on a dans nos relations, dans la manière d'être avec soi, qui donne cette douceur qui a une puissance en même temps, mais c'est une douce puissance. Et pour moi, ça c'est vraiment ce que je préfère goûter, cette force de l'amour. Et puis dans la matière, ça donne la puissance, la force dans l'action, dans le concret. Et comment je peux être pour moi, quand je dis lumière, j'inclus, pour moi, c'est les 3 manifestations du divin, lumière, amour, puissance. Comment je peux être en train d'incarner des qualités du divin si je ne suis pas en train d'être alignée
avec ce que je me sens être finalement au plus profond de mon être, et comment aussi je peux être ça si tout autour de moi nie ce que je suis. Hein. Alors pour clore sur le sujet transidentité, c'est ça la douleur identitaire, c'est tout autour de moi a une autre vision de ce que je suis. C'est pas simplement je me sens triste et l'autre il me dit mais non, t'as l'air joyeux aujourd'hui. C'est pas juste ce que je semble être à un moment, parce que les sentiments, les émotions c'est passager. C'est pas moi j'aime bien ma veste bleue que j'ai mis aujourd'hui et l'autre il me dit je suis désolé, le bleu ça te va pas, moi je préfère le rouge. Ok, ça c'est un habit que je porte. Non, là on est dans ce que je me sens être au plus profond de mon être, quoi. Parce que c'est profond quand même cette identité-là de je me sens être un homme ou une femme. Tu vois, ce matin je demandais à ma compagne, je lui disais mais toi, quand tu étais enfant ou je sais pas, est-ce qu'à une seule seconde de ta vie, tu t'es senti être un homme? Elle me regarde comme si j'avais dit une incongruité. Elle me dit non. Je dis voilà. Je dis pour les personnes qui croient que c'est quelque chose de construit ou d'élaboré, je dis voilà, moi c'est pareil. Moi je me suis toujours senti à l'intérieur être un homme, tout en ayant une conscience, parce que j'ai jamais été fou sur le sujet, je veux dire, j'ai une conscience que je suis née dans un corps de femme et je sais pourquoi, mais voilà, de l'intérieur, moi quand je regarde des films depuis ma plus tendre enfance, je m'identifie toujours au héros, au chevalier, au guerrier, à tout ce que tu veux, alors qu'elle s'identifie toujours à la princesse, etc. Alors on va dire, c'est des clichés, c'est des stéréotypes, certes, mais qui sont des manifestations d'un genre originel. Et moi, ce genre originel, il était masculin. Alors tout ça, tu vois, moi, je considère que incarner notre lumière au quotidien, l'amour au quotidien, la puissance au quotidien, c'est une mise en horizontalité d'un principe de verticalité, dans la verticale de notre être, d'un alignement entre ce que je suis dans mon essence et ce que je me sens être et ce que je manifeste. Ce que je suis, ce que je sens et ce que je fais. Cet alignement-là. Et pour moi, s'il n'y a pas cet alignement-là, c'est très compliqué de manifester la lumière. J'aimerais bien justement, puisqu'on parle de ton chemin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent et qui vont nous écouter et qui suivent déjà tes vidéos. D'autres personnes te connaissent moins. Tu dis quand même que tu as eu une bascule dans ton parcours en 2009. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a aussi quelque chose justement qui se joue dans exactement ce que tu viens d'expliquer, dans cette horizontalité, cette verticalité? Alors, ce qui bascule en 2009... Non, c'est pas une bascule dans l'horizontale. 2009, ce qui se vit, c'est une communion dans la verticale et une disparition quelque part dans la verticale. Ce qui se vit en 2009, c'est décrit par Jésus dans la phrase « Le Père et moi ne sommes qu'un ». C'est ce moment où le Fils unique, c'est-à-dire ce que nous sommes habituellement dans le monde manifesté, qui incarne, qui montre ce que nous sommes en essence, ce Fils-là, qui jusque-là se percevait comme différencié, comme séparé de sa source, qui cherchait Dieu, qui cherchait l'éveil. Moi, je cherchais Dieu depuis mon plus jeune âge. Puis, progressivement, je suis passée d'une religion à une spiritualité, puis d'une spiritualité sur fond d'ésotérisme, sur fond d'initiation, etc. Je suis passée à une spiritualité vraiment non duelle. Donc, je me suis mis vraiment à chercher l'éveil de toutes mes forces. Donc, chercher l'éveil, c'est-à-dire avoir conscience que la perception d'un être séparé, d'un être mortel, d'un être à qui il manque quelque chose, cette perception est une illusion, et donc chercher de tout mon être comment je peux refaire un avec mon identité véritable, avec cette source éternelle, avec cette vie éternelle que je suis en train d'être. Et en 2009, voilà, je suis dans un stage avec Nana Michael, cette chère, grande, sage femme, dans tous les sens du terme, qui anime des séminaires Qui suis-je, ce sont des stages dans lesquels on va vraiment investiguer, non pas intellectuellement, mais en conscience, remonter à la racine de notre identité, de pourquoi je me prends, pour qui je me prends, et inlassablement pendant des jours, comme ça, par un processus simple, mais répété 11 heures par jour dans des diades. C'est intense. Tu vois, c'est vraiment... D'ailleurs, ça s'appelle des intensifs. Et d'un seul coup, voilà, dans une des balades, pendant ce stage, ça bascule, en fait. Moi, je ne fais rien. Je sais pas, c'était pas un moment actif, c'était je suis en train de marcher, je me vois marcher, et d'un seul coup, je ne vois plus rien, parce qu'en fait, je ne vois plus rien de la matière, et je suis absorbée en conscience dans la vision du Père, et dans ce moment-là, je suis tout ce qui est tout. Alors là, c'est absolument
indicible parce que le langage de la manifestation que nous connaissons est un langage qui présuppose un point de vue unique à un instant T, qui ne voit donc qu'une zone limitée du paysage. Comme un objet. Voilà, du tableau, on voit qu'une partie, et on n'a rien dans notre langage pour exprimer le ressenti quand nous sommes simultanément tout. Quand je suis simultanément ce que je suis dans ce corps, et simultanément je perçois ce que tu es, et simultanément je me perçois dans la substance et dans l'essence de nos micros, et je me perçois simultanément comme chaque dalle de ce carrelage, et je me perçois simultanément comme l'arbre, comme l'herbe, comme l'air, comme tout ce qui est. Je suis simultanément en conscience tout ça. Il n'y a aucun mot qui exprime ça, mais c'est ce que je vis à ce moment-là. Il n'y a aucun mot, mais est-ce que c'est quelque chose quand même qu'on peut ressentir parce qu'on peut l'avoir justement vécu, soit sur d'autres plans, soit à d'autres... voilà. Alors ce sentiment... Cette expérience d'unité, moi c'est comme ça que je l'appelle, moi j'appelle pas ça l'éveil ou quoi que ce soit, parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion aussi autour de l'éveil. Moi j'appelle ça vivre une expérience d'unité, c'est un moment, voilà, je fais l'expérience que je suis tout ce qui est, et évidemment le je qui dit je suis tout ce qui est, c'est pas Isa, c'est le grand je suis, impersonnel, mais qui se personnalise dans toutes ses manifestations, et à ce moment-là, je fais cette expérience, elle est fulgurante, elle est intense, elle va avoir des effets secondaires pendant les mois qui suivent, mais telle qu'elle, je ne l'ai plus jamais revécue. C'est une expérience. Et une expérience a un début et une fin. Contrairement à ceux qui est en train de faire l'expérience, qui lui n'a pas de commencement et pas de fin. Mais tout ce qui a un début a une fin. Ça, c'est une loi de la manifestation. Par contre, suite à ça, après le moment où, on va dire, la queue de comète de cette étoile de ce moment-là, ça s'effiloche, ça s'éteint. Ce qui reste derrière, et qui est toujours aujourd'hui, et qui revient régulièrement, et auquel j'accède, ça par contre quand je souhaite, c'est ce sentiment de familiarité avec tout ce qui est. Vraiment au sens originel, c'est la famille, c'est-à-dire sentir physiquement, parce que pour moi la spiritualité c'est quelque chose de très incarné, ce qui n'est pas vécu dans le corps n'est pas vécu, ce qui n'est pas vécu dans le cœur n'est pas vécu. Je veux dire, on a en Occident surtout souvent une spiritualité de tête qui est conceptuelle, et où on se raconte des jolis films, des jolies histoires sur ce qu'on est, ce qu'on a vécu, sur je ne sais quoi. Quand c'est pas dans le cœur et que ça se manifeste pas par la compassion, il n'y a pas de spiritualité. Quand ça se manifeste pas dans le corps, dans l'incarnation, par des actes, il n'y a pas de spiritualité. Donc moi aujourd'hui, ce que je vis dans quelque chose d'une forme d'expérience directe quotidienne, de cette communion avec cette source, c'est cette perception physique. Quand je regarde là mon canapé, je ne vois pas un objet à l'extérieur de moi. Je sens cette substance commune qui compose tout ce qui est manifesté, et qui est cette substance originelle, qui est la manifestation de cette essence une que nous sommes. L'être infini, disait Spinoza. Voilà, cet être infini qui se manifeste dans des formes tout à fait finies, qui ont un début et une fin, et qui se manifestent éternellement dans des apparences de vie qui ont un début et une fin, mais qui est la vie éternelle en train de se manifester. Comment être en contact avec cette lumière ? Est-ce qu'il faut passer par des phases de déconditionnement importantes ? Tu parlais de ces guides que tu as, de ce travail, de tout ce bagage. J'imagine que celles et ceux qui nous écoutent se posent encore cette question du fameux travail sur soi. Je mets des guillemets, on ne me voit pas, mais c'est ça. Ouais. Je prends un temps pour te répondre, parce que je me relie à la profondeur de ce que ça évoque. Je crois que pour aller à l'essence et à l'essentiel, en tout cas pour ma part, moi je ne veux pas faire de généralité. Même si ce que je vais dire, je l'ai vu s'appliquer à beaucoup de personnes, mais j'aime pas les généralisations. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu pour moi, c'est que pour moi, il était absolument impossible d'arriver à l'essentiel sans avoir un guide, un miroir qui me permet d'instant en instant de repérer tout ce qui n'est pas l'essence de ce que je suis. Et c'est Rumi qui disait ne cherche pas à devenir l'amour, cherche plutôt à enlever tout ce qui n'est pas l'amour et qui obstrue ton cœur, qui peut le percevoir. Donc pour moi, et c'est le même travail qu'on fait dans les séminaires intensifs qui suivent, c'est
C'est un travail. Nana Michael prend toujours cette image d'un... j'ai oublié comment ça s'appelle quand on... Une panière pour mettre le linge sale et hop, on va plonger dedans et on enlève un linge, deux linges. Et elle dit quand tu as enlevé, c'est ce qu'on fait quand on est dans ce questionnement, dans cette interrogation intérieure, dans cette investigation, on enlève comme ça des vêtements de pour qui je me prends et à un moment, au fond du panier, d'un seul coup, tu as un miroir et tu vois ton visage originel. Alors pour moi, le chemin vers l'essentiel, vers la lumière, c'est un chemin de nudité. C'est un chemin dans lequel on va pas devenir spirituel, c'est pas un chemin d'acquisition, c'est pas un chemin dans lequel on va comprendre. Moi, plus ça va, moins je comprends. Tu vois, plus ça va, moins je comprends, plus ça va, moins j'ai de croyances. Parce que c'est un chemin de nudité et pour moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide à voir justement où sont les habits superflus. Et comment les enlever. Et la grande question que se posent ensuite les personnes quand je dis ça, c'est ok, ils sont où les guides, quoi? Comment on fait, Bien sûr, alors ils sont où les guides? Et avant de poser cette question, j'ai la question, ces habits qu'on voit, qu'on sort de la panière, j'aime beaucoup cette métaphore, en même temps, on peut l'entendre comme des parts de soi qui seraient mauvaises. Et là, oui, non, c'est pas tout ce que j'évoque. J'imagine bien, mais beaucoup de gens pourraient se dire, oh là, faut que je retire, que je trie le bon grain de livret, alors que dans cette idée d'unité, on est un tout. C'est ça. Donc, pour les personnes qui connaissent un petit peu ce que je fais, donc effectivement, que ce soit avec la CNV ou avec l'approche des multiples aspects intérieurs que j'ai développée, il y a évidemment rien à enlever, c'est une voie d'inclusion, c'est pas une voie d'exclusion, mais ça n'est pas parce que j'inclus les multiples aspects de mon être, ça n'est pas parce que j'inclus toutes les manières de fonctionner de ma personnalité que je vais permettre qu'elle soit souveraine. La question, c'est qui est assis sur le trône de mon être? Qui est le souverain? Voilà. Qui est à l'intérieur? Et pour moi, ce chemin d'éveil, ce chemin vers la lumière de qui nous sommes, c'est mettre un projecteur justement en soi, regarder en cet instant qui est assis sur le trône. Il y a très longtemps, quand j'étais jeune, il y avait ce film avec Eddie Murphy qui s'appelait Un fauteuil pour deux, dans lequel donc, il y avait un PDG d'entreprise et Eddie Murphy qui se battait pour avoir le siège du PDG de l'entreprise. J'avais adoré ce film, et donc, Eddie Murphy étant le comique qu'on connaît, enfin peut-être moins maintenant parce qu'il n'est plus trop à la mode, mais bref. Moi, je suis la même génération que toi, donc tu connais, voilà. Ça m'avait marqué. Et quand ensuite je suis vraiment entrée dans cette approche d'aller écouter les multiples aspects de notre être, je vois souvent ça. J'ai cette image d'un fauteuil pour deux où ils sont là à se battre les deux pour s'asseoir sur ce trône de la conscience. C'est qui prend les décisions en ce moment? Qui est en train de dire je suis? Qui est en train de dire je fais? Qui est en train de dire je veux? Qui est en train de dire je t'aime? Qui est en train de dire j'ai besoin? Qui est le je qui est assis en ce moment sur le trône du souverain intérieur qui prend les décisions? Si je ne le sais pas, je peux être sûr d'une chose, c'est un aspect de moi. Et nos aspects sont identifiés à un individu qui est séparé du tout, qui est en manque, donc qui a des besoins qu'il vit en manque, donc il est souvent en exigence pour qu'on nourrisse ses besoins. Une personnalité avec des aspects qui se perçoivent comme séparés de leur source, donc se percevant comme mortels, comme fragiles, etc., donc gouvernés par la peur. Et qui dit gouverné par la peur dit je vais vouloir contrôler mon environnement. C'est la réaction habituelle de tout individu qui a peur. Soit il va chercher à fuir le stimulus, ce qui lui fait peur, soit il va chercher à contrôler son environnement pour ne plus vivre dans la peur et être dans la paix. Et tout ça, ça va avoir des conséquences terribles au quotidien parce qu'on est absolument incapable de contrôler notre environnement. En tant qu'être humain, on n'a absolument pas les moyens de faire ça. Donc ça nous met dans beaucoup de tensions intérieures. Donc, le premier job à faire, c'est de regarder qui parle quand je parle, qui est le je qui est là. Et on a des petits moyens quand même un peu simples pour repérer qui parle, c'est d'aller regarder quelles sont ses qualités. En Orient, on dit celui qui agit comme Bouddha est Bouddha. Et là, vous la voyez pas, mais elle regarde le Bouddha en disant ça. Il y a mon Bouddha préféré. Qui avait l'habitude de la voir, certainement. Mon Bouddha préféré, qui est là avec sa petite bougie. Donc, il est tout tranquille. C'est un enfant Bouddha, en fait. C'est un jeune Bouddha. Donc, je l'ai pris parce que je voulais... Voilà, pour moi, c'était ça. Je me vois toujours sur un chemin comme ça d'éveil,
plutôt que se positionner en être éveillé ou je ne sais quoi. Non, pour moi, c'est l'enfance de l'éveil. Et dans cette enfance de l'éveil, on a des petits repères comme ça pour regarder comment je suis en train de fonctionner. On est en train de dire, il y a des petits repères simples pour regarder qui est là. Alors, est-ce que c'est calme? Alors, déjà, quand il n'y a pas de calme, ça, on sait que c'est pas forcément la conscience qui est là. Est-ce qu'il y a une forme de curiosité à découvrir ce qui est en train de se passer ou pas? Ou est-ce que ça a déjà un jugement sur ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une capacité de compassion, de se relier de cœur à cœur avec ce qui se passe? Ou est-ce que le cœur est fermé? Moi, mes 3 questions de base, c'est est-ce que c'est ouvert et détendu dans ma conscience? Est-ce que c'est ouvert et capable d'accueil dans mon cœur? Et est-ce que c'est détendu dans mon corps? Quand c'est comme ça aux 3 étages de l'être, alors il y a une chance que le souverain qui est assis sur le trône intérieur de mon être, ça soit la conscience. On peut l'appeler la conscience, on peut l'appeler le soi, on peut l'appeler, voilà, peu importe le nom. Quand il y a autre chose que ça, et c'est OK, il n'y a aucun souci, c'est là où c'est important pour répondre à ta question, il n'y a pas de bons aspects, de mauvais aspects, il n'y a pas de linge sale à enlever en d'autres termes. C'est juste que si ce que je veux, c'est voir le miroir de qui je suis et voir mon visage originel, c'est-à-dire mon essence, alors quand je vois le vêtement d'un des aspects de mon être, je sais que je ne suis pas en train de voir le visage de ce que je suis. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le supprimer. L'éveil, ça n'est pas supprimer ce qu'on a appelé l'ego. L'ego, ça veut juste dire moi, c'est le jeu, que ce soit en latin ou en grec, ego. On ne va pas supprimer le jeu. Ce qui importe pour vivre dans la lumière, c'est d'avoir justement un éclairage sur qui est l'ego, le jeu, en train de dire je. Est-ce que c'est un aspect auquel cas je peux m'attendre à ce qu'il soit souvent inquiet, à ce qu'il soit souvent avec des notions aussi d'urgence. Pour moi, c'est aussi un de mes grands repères. C'est est-ce que c'est urgent de le faire? Alors là, dès que c'est urgent de le faire, sauf si j'ai un ours qui est en train de me courir dessus à moins de 3 mètres, alors là, il y a mon corps qui sait que c'est urgent de courir. Ça, c'est une urgence matérielle, mais où il y a vraiment ma vie qui est en danger, de survie. Mais s'il n'y a pas une question de survie, et qu'il y a tout en moi qui dit c'est urgent, il faut que je lui dise, il faut qu'il le sache, il faut que j'arrête ça. Ces notions d'urgence-là, on sait tout de suite qui est là. On sait tout de suite qui est là. Un des noms du divin, des manifestations du divin en japonais, dans la tradition du Shinto, un des noms du divin est Amenomi Nakanushi no Kami. Les kami au Japon sont les déités, les divinités. Et son nom veut dire l'auguste divinité qui se tient immuablement au centre de l'être, Naka, au centre de l'être. Immuablement. Immuablement. Il est toujours là et sans mouvement. Il ne s'agite pas. Donc moi, quand je vois qu'il y a de l'agitation, c'est OK qu'il y ait de l'agitation. Je ne rejette pas l'agitation, j'ai juste un signal. Tiens, quelque chose en moi est en train de s'agiter. Quelque chose dans ce vaste espace de conscience que je suis, dans la lumière originelle de mon être, dans le tout amour que je suis, dans la toute puissance originelle que je suis, quelque chose dans ce vaste espace est en train de s'agiter parce qu'il est identifié à quelque chose de beaucoup plus limité, qui se perçoit comme séparé du tout, qui se perçoit donc comme séparé des autres, qui n'a pas la moindre idée de comment finalement nourrir ses besoins et goûter cette paix à laquelle il aspire, parce qu'il a oublié qu'il est cette paix. Donc quelque chose est en train de s'agiter. Et là, la première chose à faire, c'est revenir dans cet espace. C'est-à-dire regarder dans les petits trucs et astuces, c'est OK, est-ce que j'ai un petit espace ou un grand espace pour accueillir ce qui en moi est en train de s'agiter? Et si on parle par exemple de ce qu'en focusing, cette approche développée par Eugene Gendlin, qui était un proche de Carl Rogers et qui a travaillé aussi à l'époque avec Marshall Rosenberg, lui, il parle du langage de la présence, c'est-à-dire qu'est-ce qui facilite que nous puissions être au plus proche depuis la présence que nous sommes, que nous puissions être au plus proche de ce qui permet d'accueillir ce qui est en nous. On va simplement dans le langage de la présence, par exemple, au lieu de dire « Oh là là, je suis tendu » ou « Je suis inquiet », on va juste commencer en langage de présence à dire « Quelque chose en moi ». Quelque chose en moi est inquiet en ce moment. Quelque chose en moi est en train de se tendre. Et du coup, quand je dis quelque chose en moi, une part. Alors d'un seul coup, paf, on relationne. Le fait de lui parler, dans la relation, on est deux. Et là, je me différencie de ce qui me traverse. Je mets
du coup une différenciation, pas une distance. Je suis pas en train de me distancier, il y a 0 distance, mais je m'en différencie, non pas pour m'en éloigner, non pas pour le juger, non pas pour le rejeter, mais je me différencie pour relationner. Regarder. Voilà, pour le regarder. Mon guide David Sucy, il dit « Tout ce qui est vu est sauvé ». Dans le sens c'est très beau. Voilà, tout ce qui est vu est sauvé, parce que puisque le thème, là, on parle de la lumière, et pour moi, le regard, c'est l'expression de la lumière de la source. On peut avoir un regard qui ne voit rien, et là, on est comme aveuglé, ou un regard lumineux, c'est le regard qui voit ce qui est. Et donc, tout ce qui est vu avec cet œil de la conscience, cet œil lucide, qui différencie les choses, qui est capable de différenciation, là, on a une forme de lucidité, et je dis, ah ok, quelque chose en moi, et je vois cette part de moi, quelque chose en moi, est étendu. Et tu n'as peut-être pas fait attention quand tu es rentré tout à l'heure chez moi, mais là, sur la table de la cuisine, il y avait 2 plateaux, qui sont les plateaux... Si, j'ai vu. Voilà, tu les as vus. Tu m'as pas demandé ce que c'est. Tu m'as pas demandé ce que c'était. Je suis timide, alors j'ai pas commencé à poser des questions sur tous les objets parce qu'il y a un certain nombre de choses qui m'intriguent. C'est ma compagne et moi qui sont sur cette table. On a chacun et chacune un plateau qui représente notre espace intérieur. Et sur ce plateau, on représente par des figurines nos différents aspects. Ouais, c'est comme un jeu d'échecs, mais avec des personnes qui sont plus réelles. C'est ça. Et en plus, c'est un jeu dans lequel il n'y aura ni échec ni mat, puisque mat dans le jeu d'échecs veut dire la mort. Il n'y a pas de mort, là, il n'y a que la vie, et il n'y a aucun échec parce qu'on ne fait que s'accueillir. Et ça, c'est un extraordinaire moyen de travailler dans la lucidité, de mettre en lumière quotidiennement, d'avoir beaucoup de tendresse sur ces différents aspects de nous, de les représenter comme ça par des figurines, et qui fait que, pratiquement quotidiennement, sauf quand on n'en a pas le temps, mais on prend toujours un temps dans la journée pour se présenter notre état du jour et dire, tiens, là, ce matin ou ce soir, je vois que cette part de moi, là, moi, par exemple, mon amoureux transi, qui est très chaleureux, très affectueux, et qui est là, qui offre son petit bouquet de roses, là, il sent vraiment plein d'amour dans son cœur pour toi. Et en même temps, derrière, là, il y a... Sur mon plateau, par exemple, il y a un grand gardien en armure avec son épée là, qui a l'air assez sévère. Il y a lui qui est un peu inquiet parce qu'il se demande si en ce moment tu as la disponibilité pour accueillir ma part amoureux transi. Et là, ensuite, elle va me répondre sur son plateau avec ses aspects en disant, oui, mais moi en ce moment, il y a celle-ci et celle-là. Là, je ne vais pas parler d'elle parce que je ne vais pas rentrer dans son intimité dans un podcast public. Mais voilà, tu vois. Et on va pouvoir ainsi, et ça c'est quelque chose que moi je recommande beaucoup quand on est en thérapie de couple, on va pouvoir faire alliance. Lumineusement, ensemble, on va éclairer ensemble du regard de notre conscience ce qui se vit à l'intérieur de nous, et au lieu qu'il se passe ce qui se passe habituellement dans les couples, c'est-à-dire que c'est une part qui parle à une autre part, et très souvent une part protectrice qui parle à une autre part protectrice. Donc quand tu vois la tête de mon gardien là-bas, tu comprends qu'il n'est pas commode, tu comprends bien que si tu l'as stimulé parce que tu as touché quelque chose dans mon système... Quand tu dis une part protectrice, c'est quoi, une part blessée ? Non, alors en fait, tu vas avoir, dans un système, tu vas avoir des parts qui sont blessées, qui sont des parts blessées des fois du passé, et puis des parts qui se reblessent ça au quotidien, mais ce sont moins grave. Moi, ce que j'appelle une part blessée, c'est vraiment une part de nous qui a eu un trauma dont elle ne s'est pas remise. Et là, ça a fait que dans le système, tu vas avoir une part protectrice, qui est une instance intérieure de notre système, qui va se lever pour protéger justement cette part blessée. D'accord. Et donc, ce qui se passe très souvent dans les couples, si on regardait... combien on est quand on se parle, on est beaucoup. Et il n'y a pas que, si on était en transgénérationnel, où on dit déjà qu'il y a toute la famille, les ancêtres et tout, bon, il y a tout ça derrière, mais juste à l'intérieur de nous, à un instant T, tu crois que tu es en train de parler à ton mari ou à ta compagne, ou peu importe, ton petit ami, tu crois que tu es en train de lui parler, mais pas du tout, chérie, tu es en train de parler à son protecteur. Tu viens de lui dire, par exemple, voilà, tu parles à ton mari... qui n'a pas passé la serpillière comme tu aurais aimé qu'il la passe, tu viens de lui dire non mais enfin regarde là-bas, regarde, t'as pas passé là-bas. Et lui, qu'est-ce qu'il entend ? Tu n'es pas au courant quand il va te sauter à la figure 2 secondes après en te disant alors tu sais quoi ? Alors tu voulais que je fasse le ménage, alors si c'est pas fait comme tu veux, eh ben tu te le fais toi maintenant, j'en ai marre, tu vois, j'essaye et c'est jamais assez bien. Et là, la dispute démarre, hein, et on sait comment ça finit dans ces cas-là. Bon, mais tu croyais que tu parlais à ton mari, mais pas du tout. À ce moment-là, tu te rends pas compte que quand tu as dit ça, tu as un petit garçon de 6 ans qui essayait de faire quelque chose pour faire plaisir à sa maman, et pour sa maman, c'était jamais assez bien. Et d'un seul coup, tu es en train de parler, c'est rien, j'ai failli faire tomber mon propre micro, tu es en train de t'adresser à un petit et à sa part protectrice qui se dresse d'un seul coup et qui te rentre dedans.
Et toi, ça, il se trouve que toi, quand tu avais 7 ans, il y a un garçon à l'école, il t'a très mal parlé, et c'était la première fois de ta vie où il y avait un mec qui se permettait de te faire comprendre que t'es une fille, et que si t'es une fille, tu ferais bien de la fermer, parce que c'est les mecs qui décident dans notre monde. Toi, d'un seul coup, quand lui, il lève le ton, t'as ta petite de 7 ans, elle revoit le gars qui lui crie dessus, boum, t'as ta part protectrice qui se lève. Et d'un seul coup, on comprend plus pourquoi cet être que j'aimais tellement hier, quand on se faisait un câlin, qui me paraissait être l'homme le plus séduisant et adorable du monde, et d'un seul coup, je vois un sale connard en face de moi. Tout comme lui, maintenant, il voit une nana vraiment très, très pénible. Ben, c'est qu'on n'est plus là. On n'est plus là. Il y a 2 parts protectrices qui sont en train de se rentrer dedans. Alors, quand tu vis un moment comme ça, on va rarement arriver en temps réel, moi, je peux y arriver à peu près en temps réel à dire « Attends, stop, il y a quelque chose qui est très stimulé en moi, là. Ouais. On va tout de suite arrêter cette discussion. Je n'ai plus les moyens de te parler, là. Et je me retire de la discussion. De l'activation. Dans le pire des cas, j'ai peut-être même pas les moyens de dire ça, mais je m'enlève, je m'en vais, je sors de la pièce parce que je vois, oulala, ok, il n'y a plus aucun amour dans mon cœur, il n'y a plus aucun calme dans ma conscience. Et là, en bas, c'est pas de la puissance qu'il y a, c'est de la violence. Ok, je suis envahi. Quand on prend encore un fauteuil pour 2, je sens très bien que là, je suis complètement envahi. Le chef à l'intérieur, c'est quelqu'un qui là est enragé. Donc je sais que c'est pas la conscience. Et je me pose la question, mes 3 questions préférées, qui me sont venues il y a quelques années. Qu'est-ce qui est? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Ok, qu'est-ce qui est? Je suis enragée, j'ai envie d'assommer cet être. Qu'est-ce que je veux? C'est pas ma préférence dans la vie d'avoir envie d'assommer l'être que j'aime le plus au monde, n'est-ce pas? Non. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors immédiatement d'une situation dans laquelle, visiblement, je n'ai plus le contrôle de mon système. Donc, quelqu'un s'est assis sur le trône, je m'en vais de là. Et là, je vais prendre le temps. Alors, des fois, moi, je prends le temps, et des fois, ça me prend beaucoup de temps. Et je reste avec. Et puis, des fois, si j'ai pas les moyens, je vais passer un coup de fil, je vais appeler quelqu'un, je vais dire t'aurais 5 minutes. J'arrive pas à me récupérer, j'ai besoin d'empathie, parce que la part qui est enragée, elle a besoin d'être rejointe dans ses besoins qui sont pas nourris dans ce qui est en train de se vivre. Et tout ça, c'est des capacités, des compétences qu'on n'a pas du tout apprises, qu'on nous a pas appris à l'école, et qui ensuite, si on est dans certains milieux spirituels, on va mettre tout ça, toute cette assemblée magnifique de ces multiples aspects de notre être, qui sont ces facettes de la lumière originelle de notre être, comme une boule à facettes, tu vois, elles en sont toutes les facettes. On va mettre tout ça, cette magnifique boule lumineuse, mais qui demande juste d'être orientée quand même, dans le sens qui est au service de l'être. Non, on va prendre cette boule à facettes et en faire un gros bloc sombre et dire ça, c'est mon ego. C'est mon ego et il faut éjecter mon ego. J'ai un problème parce que j'ai un ego. Et là, on peut se faire très mal en étant... Et ça, moi, j'ai beaucoup accompagné de personnes dans des voies spirituelles qui se sont traumatisées pendant des années, plus que des personnes qui n'étaient pas dans des voies spirituelles, parce qu'elles considéraient que c'était l'obstacle. Et que, voilà, pour conclure sur ta question... C'était l'ennemi à abattre, quoi. Voilà, c'était un ennemi à abattre. Il n'y a pas d'ennemi à abattre. Jésus a dit « aimez vos ennemis ». Ça veut dire, quand tu n'arrives pas à aimer quelqu'un, quand tu vois un ennemi, tu sais qu'il y a un souci. Donc, comment est-ce que tu peux arriver à réouvrir ton cœur? Ça va être ton job. Maintenant, réouvrir son cœur à un être qui fait quelque chose qui vraiment ne nous fait pas du bien, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec ce qu'il est en train de faire, et surtout, ça ne veut pas dire qu'on va s'empêcher de poser une action concrète pour mettre un stop, pour exprimer une limite très très claire et très très ferme à la personne qui est en face de soi. Et peut-être qu'on va utiliser la force physique, si la vie est en danger, tu vois. Et ça, on reviendra dessus longuement aussi dans notre 2e podcast sur un sujet qui est autour du conflit et de la discorde. Ouais. J'aimerais bien préciser avec toi, pour se déconditionner et en tout cas se désidentifier, on sait que la prise de conscience et le fait de voir est déjà une grande partie justement de l'étape, mais qu'ensuite, ça ne suffit pas. On voit bien en travail parfois thérapeutique, où on mouline un peu sur ces mêmes concepts, on a compris pourquoi ça n'allait pas, mais ensuite, on voit que les gens n'arrivent pas forcément à cranter, quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui change et qui se transmute, on pourrait dire. Oui. Tu sais, il y a Carl Rogers, ça a quand même, je pense, presque 40 ans maintenant, ou bien, oui. Là, quand tu dis ça, il me vient un paragraphe, j'ai oublié le contenu en détail, mais c'est dans un des premiers ouvrages de Carl Rogers, dans son approche centrée pour la personne, où il fait un historique un petit peu de la
de la manière d'accompagner l'être humain avant son approche, et où il décrit justement le fait que comprendre une problématique ne suffit absolument pas à un changement. Je veux dire, la compréhension est complètement intellectuelle, la blessure est émotionnelle. Donc comprendre que c'est parce que maman m'a humiliée devant toute la famille quand j'avais 5 ans et que je venais au repas de famille pour chanter ma petite chanson et qu'elle m'a dit « mais tu as vraiment une voix épouvantable, arrête de chanter et en plus tu me fais honte devant la famille ». Bon, ça, je l'ai retrouvé peut-être, j'invente là, bon, ma maman ne m'a jamais dit ça, mes parents ont toujours adoré quand je chantais, mais voilà. Tu inventes et ce n'est pas une chose que tu vois de moi non plus. Non plus, voilà, mais c'est juste, voilà, je cherche toujours des images qui sont très parlantes et puis aussi des choses que j'ai entendues moult fois, malheureusement. Beaucoup d'entre nous... Oui, tu as suivi des milliers de personnes ce jour. Hein. En 30 ans, ça fait des milliers, c'est vrai. Bref, la blessure que la petite fille vit à ce moment-là, quand elle se fait humilier devant tout le monde, c'est quelque chose qui s'est ancré, qui s'est ancré énergétiquement, qui s'est ancré émotionnellement. Et cette blessure-là, à ce moment-là, elle est tellement intense, ce qui est vécu, le choc que ça fait au niveau émotionnel, que dans notre système intérieur, il y a quelque chose en mode survie, un peu comme dans un sous-marin, quand il y a une voie d'eau, on a des compartiments, des cloisons étanches qui descendent, c'est automatique dans les sous-marins, pour empêcher que l'eau se répande dans tout le sous-marin. Mais on a la même chose dans notre système, c'est très bien fait. Je veux dire, quand il y a une intensité émotionnelle qui est telle, surtout chez les enfants, je veux dire, le cerveau de l'enfant, les neurosciences aujourd'hui nous le disent bien, le cerveau de l'enfant n'est pas du tout mature au niveau du néocortex, et donc il amplifie considérablement tout ce qui se passe au niveau du cerveau limbique. Les émotions sont des déflagrations immenses, et c'est vécu par le cerveau reptilien, pratiquement comme si on va mourir, tellement l'intensité est forte. Donc du coup, il y a cette activation dans le système, il y a une déconnexion qui est faite au niveau émotionnel pour stopper sur le moment que ça puisse envahir tout le système, et puis il va y avoir tout de suite derrière donc une part qui est comme... on pourrait dire qu'elle est comme congelée quelque part, hein. Elle va rester comme ça dans cet espace-là, elle est mise de côté, et puis il va y avoir une instance intérieure de notre système qui va se positionner en protecteur devant le blindage et empêcher ensuite, il va essayer d'empêcher que toute situation ressemblant de près ou de loin à ce qui vient de se passer se reproduise. Donc lui, il va, si par exemple il va regarder qu'est-ce qu'elle faisait la petite fille à ce moment-là, elle était en train d'offrir son précieux, elle était en train d'offrir ce qu'elle avait de plus précieux à ce moment-là, c'était son chant. Il va dire, ok, comment elle a eu mal ? Lui, il est en mode plus jamais ça. Hein, donc, comment elle a eu mal ? Elle s'est vulnérabilisée en partageant un de ses talents. Ok, il va dire, ok, ça c'est terminé. Hein, plus jamais maintenant, on se vulnérabilise plus. Ce qui nous est précieux, on n'en parle pas, et alors surtout pas en public. Et après, tu vas avoir quelqu'un qui vient te voir 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard, en te disant, voilà, j'ai 35 ans, 40, 45, j'ai toujours aspiré finalement à faire quelque chose, à exprimer quelque chose vers les gens, dans la créativité, et dès que je suis en public, je suis complètement figée. J'arrive absolument pas à sortir le meilleur de moi. Pourtant, quand je suis à la maison, je vois que je suis très créative, j'arrive à faire ceci ou cela. Dès que je suis en public, ça se fige. Oui, il y a une part protectrice qui se met au milieu, qui dit c'est hors de question. La personne a peut-être complètement oublié ce qui lui est arrivé. Ok, on est dans une thérapie classique, on va remonter un peu à ça, et d'un seul coup, elle retrouve le souvenir. Ah, c'est pour ça. Voilà, ok, j'ai compris, je me souviens. Ah, d'accord. Ah oui, mais je comprends. Mais bien sûr, je comprends, etc. Oui, je comprends. Mais celle qui comprend, on parlait tout à l'heure du qui est le jeu. Oui. C'est de ça dont il est question. Il y a une chronologie interne qui fait que tous nos jeux, toutes nos parts n'ont pas le même âge. Alors, celle qui comprend, la personne qui comprend, c'est le jeu de maintenant, en janvier 2021. Elle vient de comprendre ça chez son thérapeute. Alors, elle a très bien compris. Et là encore, en plus, tu prends un exemple d'un souvenir qui est remonté à la conscience. Voilà, mais on prend on va dire le meilleur des cas, oui. qui serait, en tout cas le cas qui fait que le thérapeute pourrait croire que ça fonctionne parce que la personne, se souvenant dans le passé de ce souvenir-là, elle en a conscience et elle comprend. Le thérapeute dit, vous comprenez ? Oui, je comprends bien sûr. Oui, je comprends bien que
Évidemment que si, quand je manifeste le précieux de mon être, on me ridiculise devant tout le monde, en plus par ma mère, je comprends bien que maintenant, il y a quelque chose en moi qui veut plus jamais... j'ai tout compris, c'est parfait. Et maintenant, comme ça, vous pouvez arrêter de faire ça. Hein, oui. Voilà. Sauf que, et ça c'est la phrase que tu entends de toutes les personnes en accompagnement individuel, et c'est une phrase qu'on s'entend tous dire plein de fois au quotidien, le fameux « c'est plus fort que moi ». Mais donc elle revient 15 jours plus tard, écoutez, là, en fait, on avait une soirée là, avec des potes, à un moment ils ont dit « allez, on se fait un karaoké » et tout, on a été au karaoké, j'ai dit « allez », je me suis souvenu de ce qu'on a vu, j'ai tout compris là. Alors, j'étais au micro, j'ai dit « allez, je me lance », j'ai dit à mon copain « j'y vais, je me lance, je vais au micro ». Ça démarre, j'étais sûre de moi, et d'un seul coup, ça a figé, quoi. Impossible, c'était impossible d'articuler un son. J'avais une boule au ventre, et qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, elle a la petite qui est stimulée, physiquement, émotionnellement, elle a toutes les sensations corporelles de l'époque, et la part protectrice qui l'a débranchée. Donc, non, ça ne suffit pas de comprendre. Je veux dire, il y a quelque chose à aller rencontrer. C'est ma vision. Je veux dire, je respecte infiniment toutes les formes de thérapie. Il y a des tas de formes de thérapie. Ouais. Moi, en tout cas, ça fait une trentaine d'années que je chemine dans différents types de thérapies parce que je suis dans un chemin d'unification et d'inclusion. J'ai une préférence pour les types de thérapies qui choisissent d'inclure plutôt que d'exclure. Donc pour moi, ça fait beaucoup sens d'inclure et donc de rencontrer. Et donc moi, dans le type d'accompagnement que je propose et pour lequel j'ai formé pas mal de personnes depuis des années, eh bien, on va aller justement avec le jeu au présent, celui qui est le plus conscient au présent, celui qui a le plus de lumière, de conscience au présent, on va aller avec la lumière de cette conscience et son cœur et sa force, on va retourner rencontrer cette petite et voir, mais qu'est-ce qu'elle a vécu à ce moment-là? Parce que la première chose qu'elle a besoin, c'est d'être entendue. Personne n'a jamais entendu ce qu'elle a vécu à ce moment-là, puisque aussitôt, elle a été mise en sécurité. Donc, on va aller écouter qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui était douloureux pour elle. Et puis, on ne peut pas transformer ce qui se passe dans une scène. Alors, je dis on ne peut pas transformer. Dans l'approche que j'ai développée, on ne cherche pas à transformer. Je sais très bien que dans certains types d'hypnose ou en PNL, on fait des changements de scénario, on reprogramme. Pour moi, ça ne me semble pas écologique parce qu'on n'est pas idiot, on sait très bien que ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc moi, dans mon approche, on ne change pas le stimulus. Ce qui a généré le trauma, je ne le change pas. Par contre, quand on est dans son compartiment, là, dans son sous-marin temporel, où elle est bloquée dans cette scène du passé, on ne peut pas changer le stimulus, mais par contre, ensuite, là, on est dans un espace qui est hors du temps et hors de la réalité qui s'est vécue. Tout ce qui s'est vécu depuis, après le moment où il y a eu cette humiliation, ce qu'elle ressent, tout ça derrière, ça par contre, là on est dans ce que j'appelle la bulle de tous les possibles, dans laquelle là on peut lui demander, ok, alors la maman vient de dire ça, il se passe ce qui se passe, ok, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe maintenant qui fait que tu pourrais être davantage en paix avec cette scène? Et là peut-être qu'on va entrer en communication avec la maman, en utilisant la communication non violente, on va essayer d'entendre qu'est-ce qui est dans le cœur de cette maman. Et si la personne n'arrive pas assez à contacter ce cœur-là, moi, en tant qu'accompagnant, je vais incarner la maman, mais une maman qui a des capacités justement de pouvoir être en empathie, pour pouvoir entendre ce qui était là pour ma petite fille. Et puis, je vais aussi pouvoir être en expression authentique en mode CNV, c'est-à-dire en me connectant aux sentiments et aux besoins du cœur de la maman en amont de son conditionnement et de ses blessures. Je vais pouvoir faire ce cadeau à la petite, de pouvoir lui dire, par exemple, je suis désolée, de pouvoir lui dire, mais vraiment depuis un endroit, pas parce que je me dis qu'il faut qu'elle entende je suis désolée, parce que sinon on le prend pas, mais vraiment lui dire, écoute, mais en fait vraiment là, quand je suis connectée là où je suis, en amont de mon conditionnement et de mes propres blessures, j'aimerais te dire que j'ai mon cœur qui se brise, parce que je vois tellement la beauté de ce que tu voulais nous offrir ce jour-là. Et simplement, il y avait ton oncle qui était là, donc, qui est mon frère aîné, et je sais combien il est sensible à la musique, et je craignais tellement, il m'a tellement jugé, moi, dans ma propre enfance, je craignais tellement qu'il te juge et qu'il me juge à travers toi, que je vois que quand j'ai réagi par rapport à toi, j'ai réagi par peur, en lien avec lui, mais ça n'avait rien à voir avec toi, ma chérie. Et j'aimerais te dire vraiment, je suis désolée. Et ça fait un premier pas pour la petite d'entendre déjà quelque chose de sa mère. Et après, on va continuer comme ça à accompagner la petite pour voir qu'est-ce que la petite a besoin pour que quelque chose s'apaise et que quelque chose se restaure. Et voilà. Et c'est un accompagnement qui peut prendre 1 à plusieurs séances, de voir
on travaille avec la petite en lui donnant comme ressources, alors toutes les ressources dont elle a besoin dans les scènes qu'on va explorer, et en lui donnant aussi comme ressource principale la compassion et la bienveillance de la personne au présent. Voilà. Et ça, dans mon expérience, on a vraiment des résultats qui sont vraiment magnifiques, parce que c'est vraiment quelque chose qui travaille dans la relation de manière inclusive, et où ensuite on va pouvoir faire des protocoles d'alliance, voir au présent maintenant comment on va pouvoir fonctionner. On s'occupe aussi de la part protectrice. Dans ce type de protocole, on va aller rencontrer la part protectrice une fois que la petite est restaurée. Parce qu'une part protectrice, sinon, je veux dire, imagine, tu prends un garde du corps, t'arrives dans un endroit, lui, il repère qu'il y a 3 snipers sur les toits en face. Tu pourras lui dire tant que tu veux, écoute, je suis en sécurité maintenant. Lui, tant qu'il voit des snipers, il va te dire, hors de question, tu restes dans la voiture blindée. C'est pareil pour nos parts protectrices. Je veux dire, tant qu'elles voient un danger, elles vont pas se détendre. Alors qu'au fond, c'est ce qu'elles veulent, parce que c'est très stressant d'être une part protectrice. T'es tout le temps sur le qui-vive, en train d'essayer, tu vois, vraiment comme un garde du corps. Mais il faut vraiment qu'il y ait suffisamment de sécurité qui soit revenue dans tout notre être. Donc tout ça, c'est un chemin qui peut prendre... Alors, ça prend beaucoup moins de temps que dans certains types de thérapies qui sont sur des années. Là, on parle de quelque chose qui peut être, je sais pas, entre 3 et 6 séances, tu vois, peut-être pour travailler sur un sujet, sur une blessure. Et on n'a pas qu'une blessure en général. Mais dans mon expérience, ça donne vraiment des résultats très profonds. Et dès qu'on a quand même rencontré en profondeur comme ça une petite ou un petit, une part blessée, il y a quelque chose de plus moelleux qui s'installe en nous. Il y a quelque chose qui commence à se détendre. Et quand c'est pour certaines blessures, on a des choses quand même où on va avoir des formes de... pas de séquelles, mais on va rester sensible. Tu sais, comme quand on a une cicatrice, on a des zones où quand on s'est vraiment fracturé quelque chose... Et c'est bien remis en place, mais je veux dire, pendant notre vie, quand on bouge ce coude, il se fatigue quand même plus vite que l'autre, tu vois, ce genre de choses. Voilà, donc moi, je suis quand même très réaliste. Il y a un point de vigilance un peu à avoir aussi par rapport à ça. Ne pas promettre des miracles ou quoi que ce soit. Je veux dire, on a des zones où on va rester sensible, mais simplement, on va être conscient, on va les avoir mises en lumière, on va les avoir rencontrés avec compassion et on va avoir retrouvé une capacité de force et de se mettre en action dans des zones où jusque-là, on avait zéro moyen, tu vois. Donc pour moi, c'est une manière de se mettre en lumière soi. Et comme je l'ai dit, dans nos relations, pour moi, ça me donne aussi beaucoup maintenant comme ça, de lucidité, de clarté quand quelqu'un parle, quand on se parle avec ma chérie ou quand je suis en entretien ou quand je suis en stage, de repérer comme ça tout de suite, qui parle en ce moment, c'est un petit, c'est un protecteur, qui est en train de parler, et du coup de pouvoir s'adresser à l'autre d'une manière qui favorise justement qu'on puisse être en lien. Tu vois des gens qui ont très peu ça, qui s'adressent à toi, dont ce ne sont pas les parts qui parlent à ce moment-là, les protecteurs? Tu peux me redire, j'ai pas compris, ce que tu me demandes, c'est si je vois beaucoup de personnes qui parlent depuis le soi ou beaucoup de personnes? Ouais. C'est ça. Non, je vois pas beaucoup de personnes, non. C'est ça la question. C'est très rare. C'est très rare. Mais je veux dire, qu'on soit clair, je suis pas en train de dire que moi, je m'exprime depuis le soi tout le temps. Tu vois, j'ai pas dit ça non plus, du tout. C'est pas ce que j'entends. Ce que je veux dire, c'est que je trouve tout à fait normal. Je veux dire, au quotidien, nous n'avons pas besoin, parce que nous vivons dans une manifestation qui sollicite des ressources multiples de notre être, et nos parts, nos multi-options intérieures, ont des tas de capacités. Donc, quand tout à l'heure, je vais aller faire de la musculation, c'est ma part qui est là, envie de se faire des biceps et des pecs et tout ça. Et voilà, cette part, c'est pas le soi. Je veux dire, le soi, ce vaste espace-là, lui, il est assez tranquille, tu vois, il est comme le petit Bouddha qui est assis là avec sa petite bougie dans les mains. Qui a un œil sur moi. Tu vois, il est tranquille, il goûte. Il goûte tout ce qui se passe, mais il n'a pas un projet particulier, une intention particulière, il est en train de goûter l'expérience. Donc lui, si t'es qu'avec lui, il va pas forcément se mettre en action. Il peut se mettre en action, je veux dire, et il est même le véritable moteur des actions qui ont vraiment un sens dans notre vie. Pour anecdote, moteur vient du gaulois modur, M-O-D-U-R, qui était un des noms pour désigner Dieu en gaulois. Donc la question, c'est aussi ça, c'est le moteur de mes actions, c'est quoi? Est-ce que c'est le soi, la conscience, c'est ce qui ou est-ce m'anime, que c'est quoi. Une part? Et c'est OK, moi des fois, voilà, tout à l'heure, tu dis, tiens, j'ai faim, c'est une part. C'est OK. C'est OK, mais juste pour moi, parce que là, on est dans ce podcast sur la lumière, vivre la lumière au quotidien, être connecté à sa lumière, et mettre en lumière, pour moi, c'est d'instant en instant. Moi, je ne suis pas toujours avec
l'essence de mon être qui est en train d'être l'acteur, le soi, appelle-le comme tu veux, le souverain de mon être. C'est pas toujours le souverain qui est en train d'être là, de parler, mais par contre, j'ai toujours conscience de qui parle, de qui fait quoi. Et du coup, la conscience du souverain de mon être, oui, depuis 2009, elle est toujours là. Si on demande qu'est-ce qui change après une expérience d'unité, depuis 2009, cette lumière-là, qu'on appelle parfois la lumière, l'éveil, pour le Bouddha, il l'appelle la grande lampe du Bouddha, c'est vrai que cette lumière-là, c'est plus jamais éteinte. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours les moyens d'être présent, d'aimer et d'agir. Mais il y a la conscience de la reliance avec ce tout qui est quand même contactable, ou en tout cas... Oui, et il y a cette conscience de la reliance avec le tout, et pour moi, plus pragmatiquement au quotidien, il y a surtout la conscience de qui est en train d'exister et d'agir en moi en ce moment. Et ça, pour moi, c'est primordial. Pour moi, un humain qui n'est pas conscient d'instant en instant de qui fait quoi en moi en ce moment, il est piloté. C'est ce que Gurdjieff, à l'époque, appelait l'automate. Oui, il est en pilote automatique. C'est ça. Alors, tu as fait récemment des vidéos et un programme aussi sur Nous sommes des faiseurs de miracles, au moment aussi de l'épiphanie. Et tu disais que nous avons vraiment à nous révéler comme Messie pour manifester le divin que nous sommes, comme le Christ. J'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, et en particulier en ces temps de pandémie, qui sont quand même des temps particuliers pour nous les humains, qu'on peut considérer comme soit très initiatiques, troubles. En tout cas, ça nous... et c'est tout ça à la fois. Ça vient vraiment nous chercher. Et pourquoi, pour toi, en particulier, on a vraiment cet appel-là, et que toi, tu as aussi remanifesté, justement, en 2021. Oui, ce module-là du Club Communication sur ce thème, là, devenir faiseur de miracles, déjà pour préciser, le miracle qu'on va faire, c'est soi-même, le miracle. C'est pas on va faire des miracles à l'extérieur de soi, c'est on va déjà faire le premier miracle qu'on a à faire, c'est soi. C'est découvrir qui nous sommes et le manifester complètement. On est dans des temps, justement, qui sont les temps de l'apocalypse, apocalyptos, en grec, c'est le temps du dévoilement, le temps où tout ce qui était voilé va être dévoilé. Le voile se lève. Et où il peut sembler, pour beaucoup d'êtres conscients sur cette planète actuellement, qu'il y a des privations de liberté, etc., etc. Et alors qu'en réalité, c'est en train de mettre en lumière que nous n'étions déjà pas libres avant. On était dans une société capitaliste qui se fout de l'écologie, qui se fiche qu'il y ait des millions d'êtres humains qui meurent chaque jour. Je veux dire, là, on est en train de faire un truc de ouf avec une pandémie qui a tué je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes, ou je ne sais pas si c'est en millions, mais tout ce que je sais, parce que j'ai regardé les chiffres la dernière fois, c'est que c'était vraiment minime par rapport au nombre de personnes qui meurent de la faim chaque année dans le monde, ou de personnes qui meurent du cancer dans le monde. Bref, on est dans une société où on était dans une société complètement dysfonctionnelle. Mais elle nous laissait, cette société d'ailleurs libérale, c'est le terme utilisé, elle nous laissait une apparente liberté pour mieux pouvoir nous contraindre. Juste là, je ne suis pas du tout dans les théories du complot ou quoi que ce soit, qu'on soit clair, je parle juste des plans financiers. Je veux dire, on est le produit pour cette société. On est le produit d'une société capitaliste et il faut qu'on fonctionne d'une certaine manière pour que ceux qui gagnent de l'argent gagnent de l'argent. Et là, tout est en train de ripper, tout est en train de se bloquer, et donc on est en train de se rendre compte que là, on a encore moins de liberté. C'est très rude, et en même temps, moi, je le célèbre. Je le considère pas comme nécessaire, mais je le vois comme une opportunité extraordinaire de dire « Ok, ça va plus pouvoir être comme avant ». C'est initiatique en ce sens? Oui, en ce sens, c'est un chemin. Initiare, c'est commencer quelque chose. C'est un commencement, bien sûr, c'est un commencement. C'est pas une fin, ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas confortable. Et je crois que pour beaucoup d'êtres qui sont dans certaines formes de spiritualité, ou dans lesquelles finalement, c'est pas la forme de la spiritualité, c'est quelle est notre intention avec la spiritualité. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une voie spirituelle pour arriver au confort, finalement. C'est le cas de beaucoup d'êtres. C'est-à-dire, je suis entré dans une voie spirituelle au développement de personnel à partir d'un inconfort, et je cherche mon confort. C'est pas le but. Le but d'une voie spirituelle, c'est pas le confort, c'est la vérité de l'être. Et c'est tout sauf confortable. Moi, si on m'avait dit, il y a 40 ans, plus, j'ai commencé, j'avais 7 ans, bref, si on m'avait dit il y a 50 ans, déjà le temps que ça prendrait,
et le degré d'inconfort interne où je serai 50 ans plus tard. Mais jamais j'aurais signé. J'aurais dit, mais non, laisse-moi repartir. Je veux dire, ça n'est pas confortable. Être vivant, ça n'est pas confortable. On le voit dans la vie de Jésus, en particulier. Oui, ça n'est pas confortable. On n'est pas dans une époque qui est faite pour le confort. Et là, justement, on est appelé à vivre ce chemin dont Jésus parlait quand il disait, voilà... quand il invitait à prendre sa croix et pour le suivre. C'est quoi prendre sa croix? C'est vraiment accepter de vivre cette intersection entre le vertical et l'horizontal. Et moi, ce à quoi je me sens appelée ces temps-ci, c'est effectivement à témoigner et à inviter là-dessus. Et c'est sur ça que portait effectivement ce module-là du Club Communication. C'était cette invitation à la manifestation. On a à horizontaliser, donc à concrétiser, à manifester tout ce que nous sommes sur le plan spirituel. C'est-à-dire, c'est plus le temps. Alors si, je suis en train de passer en valeur absolue. Relativisons. Pour certains d'entre nous sur cette planète n'ont pas encore accès à la verticale de leur être. Donc pour eux, c'est encore le temps de se tourner vers d'abord une première étape qui va être une dimension religieuse, parce que avant de découvrir que je suis déjà je vais me relier à un plus grand que moi, qui me semble extérieur à moi, et c'est magnifique. C'est un certain type d'éveil, déjà, c'est je m'éveille à la réalité de quelque chose de transcendant. Et souvent, on s'éveille à ça par la religion. Donc c'est magnifique, et bénis soient tous les êtres qui vivent cet éveil-là. Et ensuite, il y a... certains grands mystiques, d'ailleurs, montrent... Tout à fait. On va le vivre par la rencontre avec un grand personnifié à l'extérieur de nous. Et puis ensuite, il y a un autre type d'éveil qui est celui dont parle Jésus, le Père et moi sommes un, c'est-à-dire là, on n'est plus dans de la religion, on est dans de la communion. Je découvre que cette source de toute chose est moi, c'est un seul être, mais qui se manifeste sous des formes différentes. Ça, c'est un autre type d'éveil. Beaucoup d'êtres... Qui peut être fait à travers la religion, d'ailleurs, pour certains. Alors, qui va passer, parce que je le cherche à l'extérieur de moi, et un jour, paf, je le découvre en moi. Je découvre que le Créateur, il est à l'intérieur de sa créature, qu'il n'est pas à l'extérieur. Enfin, il est à l'extérieur en tant que tout, mais je suis en lui. Je suis dans le cœur de Dieu, et c'est le cœur de Dieu qui bat en moi. Et ce retournement incroyable, de sentir, je suis au cœur de ce vaste espace d'amour qui est ce que l'on appelle Dieu. Et là, je peux le percevoir comme à l'extérieur de moi, et donc être religieux, me relier à lui. Et d'un seul coup, je découvre, et je le sens, c'est le cœur de Dieu qui bat en moi. D'un seul coup, je le découvre à l'intérieur de moi. Donc, je suis à la fois en lui, et en même temps, c'est lui qui est en moi. Donc ça, c'est ce troisième type d'éveil, c'est cet éveil qui est cette communion, cette découverte de l'un. Je précise, parce que je viens de dire le troisième éveil, les auditeurs vont dire, Isa, tu as parlé du deuxième, c'est quoi le premier? Le premier éveil, c'est l'éveil à la différence, l'éveil à la différenciation avec l'origine. Le premier éveil, en fait, c'est l'identification. C'est un éveil à la manifestation, et le premier éveil, c'est la conscience, en fait, qui se vit d'un seul coup comme séparée. Mais c'est un éveil, c'est l'éveil à la matière. Donc, et le deuxième éveil, donc, c'est celui avec un tout transcendant, manifesté. Le troisième, c'est celui où je découvre le Père et moi sommes un. Je suis dans le cœur de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui vit en moi. Une grande partie de l'humanité est en train de goûter ce troisième éveil. Voilà, une grande partie, en tout cas, on ne va pas dire de l'humanité, soyons réalistes, mais une grande partie des êtres conscients actuellement sont en train de vivre ce troisième éveil. Et nous sommes appelés maintenant, et c'était le thème de ce module-là du Club Communication, c'était nous sommes appelés maintenant à vivre le quatrième éveil. Quatrième éveil, c'est devenir pleinement la manifestation de cette communion, c'est-à-dire tout ce que je me sens être dans mes qualités divines, tout ce que je me sens être en essence, maintenant concrètement, comment je le manifeste au quotidien, comment ça se voit, voilà. C'est cette matérialisation, comme tu dis, de la vibration de l'être. Oui. C'est ça? Oui, c'est-à-dire, si quelqu'un qui ne sait pas ce que je dis être, ou ce que je prétends être, si quelqu'un qui ne me connaît pas me rencontre, comment par mes actions, avant même ça, comment par ma présence, comment par mes actions, comment par mes paroles, va-t-il pouvoir découvrir ce que moi, je dis que je suis, ce que moi, je crois que je suis? En d'autres termes, quel est mon degré de congruence, tout simplement. C'est que quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne sait pas, tu vois, moi j'ai toujours ce truc, beaucoup de personnes me suivent sur Internet et je les remercie beaucoup.
de me témoigner leur confiance et leur fidélité depuis des années. Et je sais aussi qu'il y a après un effet des fois un peu fan qui font que, voilà, quand tu aimes bien quelqu'un, on peut, entre guillemets, comme passer pas mal de choses à la personne des fois. Bon, des fois, il y a aussi beaucoup d'exigences. On t'attend, quand tu as mis la barre à un certain endroit, on t'attend là. Mais il y a aussi beaucoup d'affection. Donc, à un moment, voilà, si tu fais quelque chose qui est un peu moyen, bah, il y a l'affection qui va dire, mais ça va, c'est cool, ouais, c'est Isa, tu vois, ça passe. Bon, ben, quelqu'un qui te connaît pas, si lui, il n'a pas cette coloration, ce filtre, tu sais, comme sur Instagram ou Snapchat ou TikTok, tu as tous ces filtres que tu mets qui t'embellissent. L'affection met un filtre comme ça, qui fait que, voilà, on a un petit peu une marge avec les gens, on peut embellir un peu. Si quelqu'un n'a aucun filtre embellisseur et qu'il te voit exister, qu'il perçoit ta présence, qu'il entend ta parole, qu'il voit tes actions, qu'il sent ton cœur, et qu'il n'a aucun filtre d'a priori positif avec toi, qu'est-ce qu'il va percevoir ? Est-ce qu'il va percevoir que tu es un être bienveillant ? Parce que tu dis que oui, je suis spirituel, l'éveil, machin. Ok, on s'en fout, c'est des mots, ça. Il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas d'amour. C'est comment est-ce que tu es capable d'être dans la compassion ? Et comment tu es capable d'être dans la plus grande fermeté si quelque chose qui est en train de s'exprimer est en train de faire obstacle à l'amour et à la compassion. C'est la phrase de Martin Luther King qui dit que la puissance sans amour est violence et l'amour sans puissance, elle est anémie et sans force. Donc, il y a les deux. Donc, comment, en d'autres termes, comment est-ce que je manifeste ce que je suis pleinement ? C'est ça que nous avons à manifester à l'heure actuelle sur Terre. On peut faire des manifestations, tu sais, au sens syndical et comme syndicaliste. On peut manifester à l'extérieur, mais la première manifestation que chaque être qui a une conscience spirituelle sur cette planète a à poser, c'est comment je peux manifester concrètement la conscience que je suis de telle manière qu'elle soit une contribution pour chaque être, incluant les êtres sur lesquels actuellement j'ai des jugements. Pour moi, il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas ça. Si on n'inclut pas les êtres envers lesquels j'ai des jugements. Tout comme Gandhi disait la non-violence. Qu'on les connaisse ou non, d'ailleurs. Voilà, qu'on les connaisse ou non. On pense à Trump, etc. Exactement. Quelles que soient nos images d'ennemis, Gandhi disait la non-violence commence après que tu aies reçu la violence. Il n'y a pas de non-violence sinon. Donc, c'est pareil, parler d'amour, de compassion. Et s'arrêter net dès qu'il y a quelqu'un qui te stimule et pour lequel tu as des jugements, tu dis « Ok, là, j'ai quelque chose à revoir ». Et encore une fois, garder son cœur ouvert, je fais de nombreuses vidéos là-dessus, et des podcasts d'ailleurs, garder son cœur ouvert, ça ne veut pas dire « je vais les laisser faire ». Si je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui attente à la vie, à la liberté des êtres humains, je vais me positionner avec la plus grande fermeté, quitte à faire usage de la force, mais ça ne sera pas violent, parce que mon cœur sera ouvert. Je vais agir par amour, vers l'amour, et peut-être que je vais utiliser à un moment donné la force. Mais je n'aurai pas une image d'ennemi. Je ne me dirai pas c'est un enfoiré, c'est un salaud, c'est ceci, c'est cela. Non, je vais me dire, ok, visiblement, cet être est complètement déconnecté de son cœur. Visiblement, cet être agit comme un psychopathe. C'est-à-dire qu'il n'est plus connecté à ses émotions et il n'est plus en mesure d'être en empathie avec un autre. Donc, il est capable de tuer. Donc, on va l'arrêter. Et donc, on va l'isoler. Et ensuite, on ne va pas le mettre en prison pour qu'il comprenne que c'est mal ce qu'il a fait et qu'il ancre ça, parce que les statistiques le prouvent. Toutes les personnes qu'on a mis en prison dans une justice punitive, quand ils sont ressortis, il y a 80% de récidive. Alors que quand on est dans une justice restaurative, c'est-à-dire une justice qui isole les gens qui font des choses qui sont pas au service de la société, mais que pendant leur temps où on les garde en dehors de la société, on essaye de comprendre, mais qu'est-ce qui fait, mon ami, que tu as pu te couper de ton cœur ? Comme en Afrique, dans ces magnifiques cercles dans lesquels, traditionnellement, si quelqu'un vole une poule dans le village, on ne lui coupe pas une main dans les temps anciens. Si quelqu'un vole une poule, on dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il fasse ça ? C'est notre poule, on est une tribu. » Alors on fait un cercle, on le met au centre du cercle, non pas pour lui punir ou lui dire tout le mal qu'on pense de lui, on le met au centre du cercle, on lui dit « Mon ami, tu as volé une poule à ton ami. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur ? On se dit que ton cœur a dû se fermer. Alors voilà, on aimerait contribuer à ce qu'il se rouvre. On va te dire, chacun de nous, quelque chose que tu as fait qui a contribué à nous rendre la vie belle. Et là, on se met à lui exprimer de la gratitude. Et là, ces cercles-là, moi j'en ai vécu des fois, tout le monde finit en larmes. Surtout celui qui est au milieu, évidemment. Parce que
quand tu reçois de l'amour comme ça, en disant voilà comment tu as contribué, à un moment ton cœur se rouvre et tu dis oh mais c'est ben oui, j'étais plus connecté à ça. Alors qu'on soit clair, je suis pas en train d'idéaliser quelque chose, je suis pas en train de dire qu'avec certains criminels, etc., on va arriver en un cercle à faire ça. Ça va prendre du temps, mais peut-être ça prendra 10 ans. Mais seulement on peut mettre quelqu'un pendant 10 ans en prison, en prison, en le traitant tous les jours de criminel et en cherchant à lui faire payer quelque chose et mal le traiter. Et quand il va sortir, il va vouloir encore plus tuer des gens parce qu'il est enragé. Ouais. Ou peut-être que c'est 10 ans. Tu sais, quand on regarde des thérapies, combien de temps ça prend, ça peut prendre 10 ans. Pendant 10 ans, on est pendant 10 ans en train de considérer cet être toujours en se disant OK. Et puis on est toujours en chemin. Voilà, pour le moment, il n'a pas encore accès à son cœur. Et nous, on continue à lui donner du soutien pour que peut-être un jour, il ait accès à son cœur. Et là, que ce soit pour les personnes à ce moment-là qui accompagnent ou que ce soit pour lui, on va être en humanité. Parce que c'est ça la question aujourd'hui. On est dans une ère où ça peut être l'avènement de l'humanité, d'une vraie humanité, avec une conscience éclairée, un cœur aimant et un corps qui est dans une puissance qui lui permet de manifester toute la beauté de qui nous sommes. Tu vois ? Donc comment on fait pour manifester ça ? Ça demande une forme de vigilance, justement, d'avoir cette conscience de l'amour présent à chaque instant, ou en tout cas d'y revenir. Hein. Oui. Pour moi, tu vois, j'ai mis beaucoup de temps pour arriver à inclure cette boussole intérieure. D'ailleurs, c'est le thème d'un autre module que j'avais donné là dans le club, la boussole intérieure. Mais j'ai littéralement, en 2002, après que j'ai commencé la CNV, vraiment vécu ça corporellement, de sentir le moment où j'ai arrêté tout ce que je faisais à l'époque. Je faisais plein d'autres choses dans des milieux ésotériques, initiatiques, spirituels. J'ai arrêté du jour au lendemain toutes ces activités-là parce que je venais de commencer la communication non violente et de voir le trésor que c'était, la clé, le sésame, le passe-partout universel pour se connecter aux êtres, et que je mesurais à quel point j'avais pas du tout ça. Je mesurais à quel point mon cœur était sec, à quel point j'avais une spiritualité de tête, conceptuelle. Alors oui, j'étais un petit génie qui savait plein de trucs, j'étais un grand connaissant, mais j'étais un singe savant de la spiritualité. Ça ne sert à rien, un singe savant de la spiritualité, ni pour lui, ni pour les autres. Et je me vois ce moment où j'ai vraiment eu cette sensation d'enlever tout ce qui était sur mon cœur, comme disait Rumi, et où là, il y avait un grand espace vide, et où la communication non violente, je l'ai vraiment vue vraiment comme... je sais plus, j'avais vu ça dans un dessin animé pour enfants, quelqu'un qui avait plus son cœur, et puis il lui avait mis une sorte de cœur tout en... Tu sais, les mécanismes d'horlogerie, comme il y a en Suisse, comme ça, magnifique. Et on lui mettait ce nouveau cœur comme ça, et d'un seul coup, il revivait. Et ben moi, j'ai eu cette sensation-là, à l'époque, en 2002, de mettre en place, enfin, un cœur qui n'était pas là, et de voir le temps que ça prenait pour l'intégrer. Et ça m'a pris bien 10 ans. Ça m'a pris bien 10 ans pour... que ce cœur soit au centre, et maintenant c'est ma boussole, c'est-à-dire que moi quand je suis au quotidien, je sens tout de suite, quand je suis avec quelqu'un, quand je suis moi avec moi, quand je suis avec ma compagne, quoi que je fasse, quoi que je vive, je sens à partir de mon cœur, et les gens le sentent d'ailleurs, ça je le vois, on sent quand un être est détendu du cœur, quand il est ouvert du cœur. C'est ça, être en lien avec ta lumière, justement, ouais, au quotidien. Oui, pour moi c'est le cœur entre humains, et l'organe de manifestation de la lumière que nous sommes. La spiritualité parle beaucoup de lumière, et du coup, on reste beaucoup, tu vois, dans quelque chose. La lumière, c'est avec les yeux, ça reste du coup au niveau de la tête pour les humains. Sauf que dans la tête, il y a notre cerveau. On est des occidentaux, européens, on est très, très cérébraux, très intellectuels. Et pour moi, dans la manifestation, c'est tout naturel que les actes soient ajustés avec la lumière quand notre boussole, c'est le cœur. Donc pour moi, ce qui permet de vivre la lumière au quotidien, c'est d'être vivant et vibrant. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon livre au cœur du vivant, que j'ai mis le cœur là-dedans. Pour moi, si on n'est pas vivant dans le cœur, nous ne sommes pas au cœur du vivant. Et on va pas être une contribution ni pour nous, ni pour les autres. Et pour moi, il y a cet appel vibrant que je sens et que j'essaye de partager aujourd'hui. Et c'est temps de devenir plus vibrant au cœur du vivant, et d'incarner, de manifester pleinement tout depuis notre cœur. Et ça nous demande de nous rassembler aussi, de nous relier les uns aux autres. Pour être en lien avec notre lumière au quotidien, est-ce qu'il est important vraiment de cultiver aussi l'humour, le rire ?
À moi, tu demandes ça. À toi, je demande ça, justement. Mais oui, pour moi, c'est essentiel, c'est vital. Et pour moi, l'humour, c'est cet éclat de lumière, justement, de la conscience qui regarde la sériosité de l'identification. C'est Anthony de Mello, un grand éveillé hindou, qui a écrit des tas de recueils de blagues, mais de blagues pour les milieux spirituels, entre guillemets. Enfin, il disait que l'humour est justement le trait de lumière de la conscience qui traverse toutes les identifications. Et il disait là où l'être le plus identifié à lui-même, à tout ce qu'il est, très crispé, là où il laisserait rien passer dans un raisonnement, et par une blague, il se sent d'un seul coup traversé et tu ne peux plus jamais l'oublier quand tu en as ri. Tu vois, c'est ça qu'on reconnaît le sage, peut-être. Alors, je sais pas à si ce cœur d'enfant, de l'humour, de cette capacité de rire. Oui, moi, un sage qui a pas de... C'est pas le seul critère pour moi, mais s'il n'y a pas d'humour, c'est sûr qu'il n'y a pas de sagesse. Hein. C'est pas pour rien qu'on a parlé de folle sagesse. Et voilà, pour l'anecdote, dans une de mes lignées, dans la lignée de Kototama, dans la voie du sang, dans laquelle je chemine depuis une trentaine d'années, on dit que donc, les Kototama, qui sont les mots âme en japonais, on dit que le plus grand des Kototama est le rire. Et mon premier guide, Nicole, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à donner des stages à l'époque, la première question qu'elle m'a posée après le premier stage, ça n'était pas « Est-ce que tu as bien transmis ce que je t'ai dit ? Est-ce qu'ils ont compris ?» Elle m'a demandé « Est-ce que vous avez ri ?» Et je lui ai dit oui. Elle m'a dit « Ok, c'était un bon stage. » Alors voilà. Ouais. Donc oui, pour moi, le rire, quand on dit le rire est le propre de l'homme, oui. Et je dirais plus, le rire est le propre de l'homme conscient. Parce que de l'homme et l'homme qui peut rire de lui-même, ça c'est vraiment l'homme conscient. C'est quand Comment réintroduire ça dans le quotidien concrètement, c'est-à-dire mettre plus de rire. Évidemment, quand on pense au rire, on pense à la joie parce que c'est tellement connexe. Il y a, tu vois, je te montrais tout à l'heure là-bas le petit Grogu, là, le fils de Yoda, qui fait partie de cette série là des Mandalorians. Je l'ai vraiment acheté, cette petite. Donc, on est en train de parler d'une figurine de 30 cm de haut animatronique. Ce sont ces figurines qui s'animent quand on les touche et que j'ai acheté parce que voilà, j'ai craqué sur ce petit, il s'appelle Grogu dans la série, ce qui est le fils. Il est trop mignon, faut dire. Il est chou, le fils de Yoda. Et j'ai découvert les sons qu'il faisait parce que je savais pas, je croyais qu'il était juste animé. Et donc, quand on lui caresse la tête, il fait des sons de bébé, en fait. Il fait des sons d'enfant. Ces choses comme ça. Et tous les sons qu'il fait sont des sons de joie et d'émerveillement. Et dans notre société, quand tu demandes comment on fait au quotidien pour développer la joie, l'humour, pour moi, l'humour, c'est quelque chose qui arrive assez naturellement et spontanément quand on a une certaine distance avec ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on peut pas faire d'humour quand on est, je veux dire, si toi tu es en train de te prendre pour ce que tu es, tu vas avoir aucun humour sur toi et tu vas pas supporter qu'on fasse de l'humour sur toi. Donc l'humour suppose la conscience, l'humour suppose la lumière de la conscience qui est en train de regarder, qui sourit, pas méchamment du tout, mais qui dit mais tu vois ce que tu es en train de faire, quoi, qui joue. Et alors cette conscience, on n'a pas toujours les moyens de l'avoir. Hein, on vient de parler longuement dans ce podcast de tout ce qu'on peut faire peut-être pour avoir un peu plus de lumière de conscience. Mais par contre, la joie, pour moi, la joie, elle se nourrit beaucoup par l'inspiration. Et l'inspiration simple, par exemple, pour moi, voilà, d'avoir comme ça un petit remembering, quelque chose qui me rappelle le son de la joie, par exemple. Alors, on n'a pas tous des bébés à la maison. Les enfants, naturellement, ils ont des rires incroyables, ils ont des sons comme ça de joie, d'émerveillement. Waouh, doua, ces genres de sons. Eh bien, moi, je vois que lui, tous les jours, je lui caresse le sommet du crâne 3 fois par jour à peu près, et j'entends parce qu'il s'anime pendant, je sais pas, peut-être 2-3 minutes. Et voilà, moi, je fais des choses très concrètes parce que des fois, des gens me disent, mais vous avez des trucs très concrets. Oui, quand on me demande comment je nourris la joie, non, je fais pas un processus spirituel incroyable. Oui, je pourrais me remettre dans la joie pure, originelle, machin. Mais il faut comprendre que, basiquement, dans ma perception en tout cas, et Yvan Amar le disait aussi, voilà, il y a quelque chose qui a à voir avec le repos et quelque chose qui a à voir avec le mouvement. Et la paix, c'est le repos de cette conscience, et la joie, c'est son mouvement. Donc la joie a à voir avec la manifestation, et donc moi pour la joie je la nourris vraiment par la musique aussi. Moi je dis toujours dans mes stages, est-ce que vous avez votre playlist, le top 10, les 10 musiques que quand vous les écoutez c'est impossible de rester assis, quoi. C'est impossible de rester assis et c'est impossible de pas être joyeux. Je veux dire, moi j'ai des musiques
je peux être dans n'importe quel état émotionnel, je mets cette musique, bon, la première, je sais que je vais continuer quand même encore à ronchonner, machin. La deuxième, je commence à taper du pied. La troisième, je commence à avoir le smile. Et la quatrième, je me lève, je danse. La cinquième, la vie est belle. La sixième, je veux donner de la joie à la terre entière. La septième, je crée un univers, tu vois. On a cette capacité-là. On est des créateurs, des co-créateurs. On n'est pas des créateurs dans la dimension absolue parce que on fait partie de cette création, mais on est des co-créateurs, on participe. Donc, on a quand même cette grande capacité-là. Et pour moi, dans ces temps particuliers où on est actuellement, et pour conclure sur ta question, c'est aussi ce qui contribue à ce qu'on puisse vivre la joie, c'est qu'on ne porte pas notre attention pendant des heures chaque jour sur ce qui peut l'enlever. Donc, on sait très bien où sont actuellement les sources de joie et où sont les étés noirs de joie qui cherchent ensuite à manipuler par la peur. Donc voilà, ne pas trop garder, non pas fuir la réalité, mais fuir ce qui n'est pas la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous propose actuellement qui ne sont pas la réalité. Et ça, c'est un conditionnement encore de croire que c'est la réalité. Ouais. On arrive à la fin de ce podcast, on t'écouterait des heures, et ça, pour ça, on peut aller aussi sur évidemment ta chaîne YouTube. Il y a plus de, tu disais tout à l'heure, plus de combien, 520 vidéos? Ouais, 560. On ne les compte plus maintenant, 560, tu vois, j'ai perdu moi, le compte. J'ai la liste parce que j'ai un tableau sur la chaîne qui est accessible où on peut voir justement la liste des vidéos pour y accéder. Donc, on peut évidemment t'écouter des heures. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois? J'avais bien évidemment plein d'autres questions, mais on aura aussi un autre podcast et puis d'autres encore, j'espère. Pour être en lien avec sa lumière au quotidien, quelque chose que tu avais envie de dire particulièrement en conclusion, Isa? Là, tu me vois entrer dans un espace où j'écoute justement à l'intérieur. Ouais. Et cette fois-ci, il ne regarde plus le Bouddha. C'est ça. C'est le Teshuvah. Voir la lumière, c'est redécouvrir la lumière que je suis. Et c'est un mouvement Teshuvah. Donc en hébreu, ça veut dire fais retour, reviens vers toi, retourne-toi. Ça a été traduit en grec par métanoïété et en latin malheureusement par convertire, ce qui pourtant veut dire se retourner, mais ça a été traduit par se convertir à une religion, donc quelque chose d'extérieur, alors que ça parlait d'un mouvement intérieur. Pour moi, vivre la J'aime bien ce mot, moi d'ailleurs, de conversion. Oui, mais c'est le sens originel. Convertir, c'est se tourner, faire un tour, aller dans le sens, se retourner vers quelque chose. Le sens originel, c'est vraiment faire retour, revenir vers soi. Pour moi, vivre la lumière au quotidien, c'est avant tout faire retour, donc prendre des temps quotidiennement, et plutôt des micro-pratiques, plutôt 1 minute ici ou là, plutôt 3 fois 1 minute dans une journée, que dire je vais prendre 1 heure, plutôt comme ça faire de l'homéopathie lumineuse, prendre juste un instant et juste tourner pour un instant notre attention sur ce qui est en train de regarder. La lampe du corps, c'est l'œil, nous dit Jésus, et là on parle de lumière, donc il y a quelque chose qui est en train de regarder à travers moi. Quelque chose est en train de regarder et je suis des fois en train de chercher Dieu à l'extérieur de moi sans voir que je suis en train de le chercher à travers ses yeux. Il est en train de regarder à travers moi. Donc, prendre des petits moments comme ça dans la journée, juste par exemple, je regarde là, dans mon jardin, je regarde l'arbre face à moi, ok, donc je regarde l'arbre et juste prendre le temps pour 1 seconde tourner mon regard, faire retour, Teshuvah, faire retour et prendre conscience, tourner mon attention vers ceux qui regardent l'arbre. Quelque chose regarde l'arbre. Et juste respirer dans ceux qui est en train de regarder l'arbre. Respirer dans ceux-là qui regardent. Ça, pour moi, c'est revenir à la source lumineuse de ce que nous sommes et qui est là. C'est pas lointain, c'est une expérience très très proche. Et goûter ensuite quelle distance il y a entre, non pas mon œil et l'arbre, parce qu'entre mon œil et l'arbre, il y a, je pense, 8 mètres, mais quelle est la distance entre mon regard et l'arbre? Mon regard et l'arbre. Et là, je vais découvrir, il y a 0 distance. Il y a 0 distance. Mon regard inclut l'arbre. Mon regard va jusqu'à l'arbre. Il n'y a aucune distance entre mon regard et l'arbre. Et là, d'un seul coup, je vais découvrir qu'en fait, l'arbre, il existe en moi, parce que je suis cet espace du regard, et là, progressivement, je vais pouvoir inclure tout. Je vais pouvoir, tout ce que je regarde, découvrir, c'est inclus,
Il y a 0 distance. Et tout ça, ça apparaît dans le champ de ma conscience. Et là, je vais découvrir la lumière que je suis. S'il n'y a pas la lumière de ce que je suis, il n'y a rien de tout ça qui apparaît dans ce regard. Je ne peux pas le voir. Et là, quand je suis dans cet espace-là, conscient, lumineux, là, si ensuite je tourne maintenant mon regard vers l'intérieur de mon être, je vais regarder qu'est-ce qui est vivant en moi. Et peut-être là, il y a une part de mon être qui se manifeste. Une tension, une joie, la faim, peu importe ce qui se manifeste, et je vais pouvoir, pareil, l'inclure. Donc pour moi, voilà, petite pratique de lumière, mise en lumière au quotidien, découvrir, prendre un temps pour goûter, faire ce petit aller-retour, qu'est-ce qu'ils regardent. Et depuis là, goûter la qualité de ceux qui regardent, et en goûtant les qualités de ceux qui regardent, ensuite tourner le regard vers l'intériorité et accueillir ce qui est là. Et c'est bon. Oui, et c'est bon de goûter ça au quotidien. C'est bon de goûter ça. Isa Padovani, merci infiniment pour cet entretien. Merci. Merci à toi, Anne. On peut te retrouver et retrouver ton livre Au cœur du vivant aux éditions Guitra et Daniel, et te retrouver évidemment sur les réseaux, sur Internet, sur ton site d'abord aucoeurduvivant.com, sur ta chaîne YouTube éponyme Isa Padovani, avec plus, on le disait tout à l'heure, presque 600 vidéos gratuites pour découvrir évidemment aussi la communication non violente depuis chez vous, avec le site club-cnv.com. Ouais, c'est bien ça ? Et aussi club-communification.com. Voilà, mais on retrouve tous les liens sont sur mon site au cœur du Voilà, tout est un peu. Pour les personnes qui veulent effectivement cheminer avec moi, c'est via les sites des clubs. Et j'en profite pour faire aussi un big hug et un grand merci à mon frère Guénolé, qui est un grand fan de toi depuis très longtemps, ainsi que mon autre frère, mes parents, et pour nos discussions familiales enneigées autour de ta pensée, Isa. Donc merci à eux, une petite pensée, voilà, en passant. Bisous à tous. Bisous à tous. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. 1000 merci à notre partenaire officiel.